plus de 50 ans de règne de sa famille. Une forme de soulagement. C'est difficile de ne pas se réjouir de la chute d'une dynastie, de la chute d'un dictateur qui a massacré son peuple, qui a utilisé les pires armes, les armes chimiques, notamment en 2013, qui a fait fuir 11 millions de ses compatriotes qui sont aujourd'hui exilés et réfugiés. Donc il y a une forme de soulagement. Il y a aussi de l'étonnement, parce que tous les experts le disent aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Personne ne s'attendait, même s'il y avait déjà un suivi de ce qui était en train de se passer depuis quelques jours, mais personne ne s'attendait aux événements de cette nuit. Et puis il y a, vous venez de le dire, beaucoup de questionnements. Et ça si vite, hein. Regardez, ça ce sont les images de Damas. Ce matin, on y sera avec nos envoyés spéciaux. Nous sommes à Damas, nous sommes dans plusieurs points de la Syrie, mais je vous interrompais, oui, vous disiez, tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris. J'avais cet après-midi un ami franco-syrien qui évidemment, comme tous, en lien avec beaucoup de monde à Alep, à Damas, à Homs, ailleurs. Il y a une espérance. Moi, évidemment, je suis prudent. Nous ne devons pas être naïfs. Il y a beaucoup de questions. Vous les posiez il y a un instant. Mais il y a aussi de l'espérance. Les chrétiens, aujourd'hui, vivent peut-être avec l'idée que rien ne peut s'abattre sur eux. On espère qu'il n'y aura pas de massacre, que les alaouites seront protégés. Bref, il y a une forme d'espoir, tant ce régime a été effrayant. Mais nous, occidentaux, nous devons évidemment être prudents. Je vis ces événements, sans doute comme vous, avec le sentiment que le monde est en train de connaître, peut-être encore davantage cette fin de semaine, des bouleversements incroyables, étonnants. Tout s'accélère, donc il faut en saisir aussi les opportunités. Et là, au fond, nous sommes peut-être aussi en train de vivre les conséquences de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 en Israël, et ce qui avait été sans doute sous-estimé par beaucoup, l'effondrement, en tout cas l'affaiblissement de cet axe chiite iranien, cet arc de la résistance, je mets des guillemets, antisioniste, qui aujourd'hui recule partout, et je crois que c'est aussi une bonne chose. Monsieur le Premier ministre, regardez ces images, la foule immense à Homs. On va voir aussi les images de la statue de Assad, le père, Hafez el-Assad, qui a été renversé dans Damas, avec les gens qui font la fête, qui montent sur la statue. Ça rappelle évidemment d'autres statues en d'autres temps qui ont été renversées, comme celle de Saddam Hussein. On parlera du risque de désillusion et du risque des islamistes aussi, mais d'abord, rappelons à quel point ce régime a fait couler de sang. Oui, et rappelons qu'en 2011, évidemment ce sont les printemps arabes, les gens sortent dans la rue, et il y a des gamins, des enfants qui dessinent des caricatures sur Bachar. Ils vont être réprimés, torturés, les ongles arrachés, leurs parents humiliés. Et c'est de là que tout commence. Et cette répression, il y avait une opposition d'ailleurs très large, avec une propagande déjà du régime expliquant qu'il ne s'agissait que d'islamistes. Mais ce peuple a été profondément réprimé, humilié, massacré, ce qui explique aussi que le pays est aujourd'hui divisé, démembré, que d'un côté les Kurdes, mais il faut regarder évidemment ce qui se passe aussi de ce côté-là, gèrent une partie avec des bases américaines du pays. Bon, donc c'est un pays divisé et qui aspire sans doute à un avenir meilleur, à la paix, au fait qu'on respecte tout simplement les droits humains. Ils ne demandent pas l'instauration d'une social-démocratie suédoise, si je peux me permettre cette plaisanterie. On n'y est pas encore. Mais ils demandent en tout cas un respect. Et il y a une espérance avec la chute du dictateur. Mais vous aviez des raisons de rappeler que cela nous rappelle aussi d'autres images et nous nous souvenons aussi ce qui s'est passé après. Nous recevons de nouvelles images parce que minute par minute, on va voir que d'abord on en apprend davantage sur le sort de Bachar el-Assad. Où est-il? Son avion, il a pris la fuite en avion, le transpondeur a été coupé. Personne ne peut jurer ce soir d'où il se trouve exactement. Regardez ces images, elles viennent exactement de nous arriver. C'est dans le palais présidentiel à Damas même, qui visiblement a été incendié et sans doute pillé en grande partie. C'est la chute aussi d'un pouvoir si puissant. Pendant des décennies et des décennies, c'était un maître absolu dans son pays. D'ailleurs, certains en France pariaient sur ce régime. Il faut rappeler qu'il avait reçu la Grande Croix de la part de Jacques Chirac. La France a longtemps parié sur lui. Oui, il avait présidé le défilé du 14 juillet aussi. On pensait qu'il allait être un réformateur et il a été un tyran sanguinaire. Mais depuis quelques années, il ne tenait qu'au soutien de l'Iran, du Hezbollah, terriblement affaibli depuis quelques mois grâce aux coups portés par Israël,
et il tenait grâce à la Turquie, pardon, qui avait à la Russie, pardon, qui avait bombardé d'ailleurs les positions des rebelles des différentes oppositions. Bon, donc il a perdu les soutiens, et donc avec la poussée de ce qu'on appelle les rebelles, très organisés d'ailleurs, hein, tous vos experts et vos correspondants le disent, Alep est tombé grâce aux drones, ils sont équipés, ils sont surarmés, ils font de la politique, ils ont une capacité à faire passer des messages, à communiquer, nous le voyons bien. Donc il est en train de se passer quelque chose, c'est pas une révolution de palais, c'est pas un coup de boutoir seulement, il se passe quelque chose et il faut analyser maintenant quels sont les ressorts de cette opposition et ce qu'ils veulent faire exactement. La France, sous votre autorité, sous celle de François Hollande, avait été très offensive contre Bachar el-Assad à un moment où Obama avait été, disons, peureux, pour ne pas dire plus. Vous êtes de ceux qui ont très tôt dit ce régime-là est dangereux. Je dois reconnaître que, notamment au sein du gouvernement, celui qui était très actif dans le soutien à l'opposition, c'était Laurent Fabius. Nicolas Sarkozy, en 2011 déjà, avait condamné ce régime. Il y a toujours eu en France, soit dans les services de renseignement, soit dans la classe politique, une forme de croyance dans le laïcisme, la stabilité que pouvait représenter le régime du père et ensuite de Bachar lui-même. On croyait que c'était un rempart à l'islamisme. Ou de cet argument-là a tenu très longtemps. Il ne faut jamais oublier qu'en 2011, Bachar ouvre les portes des prisons pour jeter dehors des milliers de militants d'Al-Qaïda. Bon, donc c'était une manière pour lui de rester au pouvoir. Mais nous sommes dans un Proche-Orient qui a profondément changé. Encore une fois, nous sommes en train de voir quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et l'affaiblissement de l'Iran. Cela va avoir des conséquences aussi au Liban. Donc, tout ça est à observer avec beaucoup de finesse, sans naïveté, mais en espérant aussi que le monde sunnite aujourd'hui se réorganise. Le rôle de la Russie, expliquez-nous bien à quel point ce régime-là tenait en grande partie par l'appui de la Russie. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Une grande question à la base russe qu'ils ont tout près de la Méditerranée. Arthur, il y a un basculement, vous l'évoquiez. C'est quand, à la dernière minute, Barack Obama informe le président de la République, François Hollande, que finalement, il ne participera pas et que nous ne pourrons pas donc bombarder les sites stratégiques du régime de Bachar, qui vient d'employer, c'est la fameuse ligne rouge pourtant qu'avait évoqué le président Obama, qui vient d'employer les armes chimiques contre son peuple. J'ai vu encore cet après-midi des images effrayantes sur ce qui s'est passé à l'été 2013 en Syrie. Et c'est à ce moment-là que les Russes rentrent en jeu, puisqu'ils proposent à Obama de participer au désarmement des armes chimiques du régime. Et ils mettent un pied totalement, ils l'avaient déjà en partie, en Syrie, sur ces deux bases, une navale et une aérienne, qui leur donnent aussi une position en Méditerranée. Ils tiraient les conséquences également de ce qu'ils pensaient être une mauvaise manière qui leur avait été faite au moment de l'intervention occidentale en Libye, et ils participeront, on a vu des images tout au long de l'après-midi sur votre chaîne, il y a encore un instant, auprès du régime, auprès de Bachar, à la répression, au bombardement. Rappelez-vous de ces images à Palmyre, cette cité historique de la culture syrienne, qui était d'ailleurs une très grande culture, où les troupes russes, Poutine lui-même, paradant au son d'un orchestre. Quel est le danger, paradoxe de la liberté? Évidemment, tout le monde se réjouit. Il y a des scènes, on va le voir tout à l'heure, très belles de gens qui sortent des prisons, des opposants démocrates, ou en tout cas, disons, pacifiques, qui sortent des prisons, qui sont libérés après avoir été torturés dans des circonstances épouvantables, mais on libère aussi des djihadistes. Sans doute, ceux qui ont accompli cet exploit d'arriver en quelques jours à Damas, pour certains, viennent d'Al-Qaïda, nous le savons, se revendiquent d'un islamisme, même si ils font preuve de beaucoup de modération, en tout cas dans les discours. Donc, seuls les faits pourront démontrer ce qu'aujourd'hui ils disent. Nous sommes dans un pays, je le rappelais, détruit, disloqué, où les puissances régionales, notamment la Turquie, l'Iran, même si elle est faible, l'Arabie saoudite agissent, les grandes puissances, les États-Unis ont des bases, la Russie aussi, Israël regarde avec évidemment
prudent ce qui est en train de se passer. Le nom du chef des rebelles vient du Golan. Il dit originaire du Golan. Ça veut... Oui, littéralement, c'est l'homme du Golan, quoi. Voilà, donc on voit bien ce que cela peut éventuellement susciter comme crainte. Et voilà, on le voit ici à l'image. Donc, ce sont des images que nous avons reçues il y a quelques instants. Giuliani, donc le nouveau, alors tout le monde se demande à quel point il s'est éloigné de ses anciennes dépendances, puisqu'il faut le rappeler, il avait été l'envoyé de Baghdadi pour fonder le groupe État islamique en Syrie, il s'en était détaché, il s'était rapproché d'Al-Qaïda, il a été adoubé par Al-Qaïda, ensuite il s'est éloigné aussi, mais enfin, il est quand même d'une mouvance djihadiste qui a tant de sang sur les mains. Oui, et de l'autre côté, il y a forcément la volonté, ce qui n'a pas pu être fait en 2011-2012, de rassembler une opposition autour, puisqu'ils ont changé de drapeau. Ils abhorraient le drapeau syrien, et ils avaient le drapeau de la révolution mondiale islamiste. Là non, là c'est autour d'un projet, en tout cas d'une résistance nationale, et qui vise à regrouper toutes les forces d'opposition. Là où je suis, avec les informations qui nous arrivent, je ne peux que rester prudent, je ne veux pas être naïf, je veux y voir aussi, comme beaucoup de Syriens en exil, une forme d'espérance, parce que, en tout cas, rien n'était possible avec Bachar. Là, il y a des opportunités qui sont en train de se présenter. Là, le foyer djihadiste, la Syrie et l'Irak, là, de Syrie sont partis, alors des cas célèbres comme Abaoud, qui a fait couler le sang dans Paris. Abaoud, un certain nombre de ses compagnons des attentats terribles du 13 novembre, quelques mois auparavant, Nemouche, celui qui avait provoqué cet attentat terroriste et sanglant au musée juif de Bruxelles, qui a été arrêté à Bruxelles, qui était le geôlier de l'un des journalistes souvent présents ici, Didier François. Bon, oui, donc, Didier François, qui est souvent sur notre plateau, a été arrêté, torturé, gardé si longtemps par des djihadistes qui étaient là dans ce foyer de Syrie. C'était des Français ou des Belges qui s'étaient rendus en Syrie, qui ensuite nous ont frappés. La menace terroriste, elle est toujours là. Daesh, l'État islamique, toujours présent en Syrie. Et puis nous savons qu'il y a aussi une forme d'État islamique qui s'est constituée en Afghanistan. Est-ce que la France, par prévention, doit veiller que aucun de ces djihadistes, aucun Français notamment, quand ce sont des gens qui ont trahi la France, leur pays, pour aller combattre pour le groupe État islamique, pour qu'aucun d'entre eux ne revienne en Europe? Moi, je n'ai aucun doute que nos services de renseignement extérieurs et intérieurs ou militaires sont extrêmement prudents. Le renseignement est présent aussi, évidemment, dans ces pays pour éviter, pour prévenir tout attentat. Ces menaces existent, surtout dans ces moments de basculement. La situation est très différente de celle de 2011. La Syrie était un bloc, sous un régime terrible, une dictature. Aujourd'hui, c'est un pays, encore une fois, détruit, disloqué, avec des partis qui sont gérés, non pas par le pouvoir central, mais par les Kurdes. Il faut, d'ailleurs, moi j'appelle aussi au soutien aux Kurdes dans ce moment-là, puisque on sait que la Turquie est évidemment dans ce jeu-là. C'est tout le paradoxe. Les Kurdes soutiennent cette opposition, ces rebelles qui eux-mêmes sont soutenus par la Turquie qui a comme ennemi les Kurdes. Donc nous voyons bien, nous sommes dans une très grande complexité. Est-on trop naïf sur le retour de ces djihadistes? Didier François, qu'on citait, dit souvent, attention, on laisse revenir des gens en croyant qu'ils se sont amendés. En réalité, quand on est allé jusqu'à combattre pour un groupe hostile, traître à son propre pays, dans un pays étranger, c'est quand même qu'on est allé très loin, disons, dans le fanatisme. Par expérience, je ne peux pas être naïf face au terrorisme, et je suis toujours très sceptique sur la capacité, notamment, je pense au retour des femmes qui ont des volontaires, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces actes terroristes. Je suis toujours très sceptique quand on leur permet de revenir, même si pour beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui détenues. Mais ne soyons pas naïfs, l'idéologie islamiste, j'ai souvent eu l'occasion de vous le dire, a un projet de long terme et vise à frapper en permanence l'Europe et l'Occident. Donald Trump prend la mesure. Il a fait une longue déclaration sur son réseau social. C'est très marquant de voir à quel point, et de manière très exacte, il pèse chaque mot pour considérer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'affaiblissement de la Russie. Il dit Assad est parti, il a fui son pays, son protecteur, la Russie, n'était plus intéressé à le protéger. Il insiste sur l'affaiblissement de la Russie. La Russie et l'Iran sont affaiblis, l'un à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de son succès au combat.
Mais il est aussi très cruel, il faut dire le mot, sur l'Ukraine, puisqu'il dit que inutilement, absurdement, l'Ukraine a perdu 400 000 de ses soldats. Est-ce qu'il est l'homme fort? En réalité, tout le monde semble affaibli relativement, et lui est fort. Et que de contradictions, cependant. Parce qu'il devrait, lui, tirer une leçon de l'affaiblissement des États-Unis en 2013, je l'évoquais avec Barack Obama, et c'est à ce moment-là que non seulement la Russie prend la main sur la Syrie, mais quelques mois après, envahit le Donbass et la Crimée en 2014, parce que Poutine sait que les États-Unis n'interviendront pas. Donc, si on constate incontestablement un affaiblissement de la Russie comme de l'Iran, l'allié de la Russie en Syrie, ça n'est pas le moment de se montrer, de mon point de vue, faible vis-à-vis de la Russie sur le dossier ukrainien. Monsieur le Premier ministre, là, on va revenir à cette image-là, mais quand on voyait les images hier à Notre-Dame et en marge de Notre-Dame, les mêmes qui parfois disaient Trump est un agent russe, Trump est un putschiste, tout le monde allait faire sa cour à Trump. C'est très intéressant. Et son selfie. Et son selfie. Voilà, c'est la course à qui allait se soumettre au nouveau maître. C'est le président. Oui, mais c'est le président. Le Polonais, non. Le Polonais, il a toujours été au fond très déférent à l'égard de Trump, mais certains autres, on les citera pas tous par charité, en l'occurrence chrétienne, puisqu'on est à Notre-Dame, mais certains vraiment se sont précipités pour... Mais celui qui a été massivement applaudi en rentrant au sein de cette cathédrale magnifique restaurée, c'est le président ukrainien, c'est Volodymyr Zelensky. C'est le président élu et bientôt en place, après le 20 janvier, de la première puissance mondiale. Vous vous rappelez, on disait il y a quelques années, c'est la fin de l'hyperpuissance américaine, la Chine va rattraper les États-Unis. Non, les États-Unis, sur le plan économique comme sur le plan militaire, restent puissants. Mais nous avons un Donald Trump qui participe de cette photo, et c'est une belle réussite du président de la République, Emmanuel Macron, que d'avoir réuni les deux hommes, mais il fait ces déclarations que vous venez d'évoquer, très étranges sur l'Ukraine, et il menace l'Europe de sortir de l'OTAN si les pays européens n'augmentent pas leur participation à l'Alliance Atlantique, etc., etc. Donc nous allons vivre avec ces tweets, très souvent, avec ces messages, ces messages contradictoires. Mais il faut faire avec. Incontestablement, Emmanuel Macron a eu raison de l'inviter et d'organiser cette réunion avec le président ukrainien. Est-ce qu'il peut y avoir un petit miracle de Notre-Dame? Tout à l'heure, dans la coulisse, vous me disiez que vous aviez été enfant de chœur à Notre-Dame. Il y a très longtemps. Vous étiez vraiment enfant de chœur? Oui, mais j'étais enfant de chœur. Vous étiez en aube, etc. Exactement. Bah oui, il faut respecter. Je viens d'une famille de tradition catholique, très ouverte. Et j'ai vibré hier. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'avais un événement personnel. Mais au fond, il se passait quelque chose hier dans notre pays, non? C'était à la fois on était content de revoir Notre-Dame, d'abord ce symbole de la chrétienté et du catholicisme, mais aussi de notre patrimoine, de notre culture, de notre littérature, briller ainsi. Et donc on a envie d'espérer. Mais entre reconstruire une cathédrale et reconstruire un ordre mondial, un ordre européen et un ordre moral et civique dans notre pays, il y a un pas qu'on ne saurait franchir en quelques heures. Bien joué Emmanuel Macron, bien joué le président de la République, il a réussi ce pari. Peu pensaient que c'était possible. De reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Est-ce qu'il reprend la main? Est-ce que même dans le domaine intérieur, ça va lui redonner un peu d'arguments pour... là, c'est l'urgence de trouver un gouvernement? D'abord, bravo à tous les ouvriers, à tous les compagnons, à tous les sapeurs-pompiers, à tous ceux qui ont participé à cette reconstruction merveilleuse, et bravo au président de la République, bien sûr. Mais attention, parce que après les Jeux Olympiques, après Notre-Dame, on voudrait voir en effet une reconstruction politique. Nous sommes au bord du gouffre d'un point de vue politique. Nous ne sommes pas loin de la crise de régime. Certains veulent provoquer une crise en poussant le président de la République au départ. Donc c'est le moment plus que jamais d'être responsable. Et moi, j'appelle vraiment à la constitution d'un gouvernement qui aille des républicains jusqu'aux socialistes pour les 10 mois qui viennent ou les 30 mois qui viennent. Sont-ils mûrs, les socialistes, pour se détacher de la France insoumise? Mûrs, mais plus que 5, 10, 15. Ils doivent rompre avec la France insoumise, parce qu'ils n'ont rien à voir sur le plan économique et social, sur la vision internationale. J'attends avec impatience les prochaines déclarations de la France insoumise sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Rien à voir avec une organisation politique qui, sur le terrorisme ou sur l'apologie du terrorisme, veut revenir sur des lois mises en œuvre par les socialistes eux-mêmes. Est-ce que vous-même, vous pourriez revenir? Revenir, mais je suis avec vous. Non. Si vraiment là, alors que nous n'avons pas encore de Premier ministre, ni de gouvernement, et nous ne savons pas dans quelles conditions cela peut s'organiser, les uns et les autres poussent leur petite personne, ils ne comprendraient pas plutôt la colère profonde, la rage des Français
à l'égard de responsables politiques qui doivent se mettre d'accord pour un sursaut. C'est vrai sur le plan budgétaire, sur le plan des finances publiques, sur le plan de la sécurité. Bien sûr, mais Monsieur le Premier ministre, sur bien des sujets, nous n'avons pas de choix Manuel de nous Valls, réunir. vous êtes très mal entendu avec Emmanuel Macron, mais en politique, voilà, les choses viennent, la roue tourne, comme on dit. Est-ce que vous pourriez redevenir ministre d'Emmanuel Macron, devenir D'abord, ministre? je ne l'ai jamais été. C'était le contraire. C'était le problème, si j'ose dire. Et je veux dire, en sourire. Non, moi, je veux. Non, mais c'est oui ou c'est non? Non, ni oui, ni non, c'est pas le sujet. Ah bah si. Non, c'est le piège. C'est le piège de ce genre d'interview. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est que les responsables politiques soient à la hauteur du moment. Et en vous disant que ces responsables politiques, des LR, en passant par les macronistes jusqu'aux socialistes, et en appelant mes amis socialistes, ceux de la formation politique à laquelle j'ai appartenu, doivent prendre leurs responsabilités, je fais déjà mon travail. C'est mon expérience qui me dit, à ce moment-là, de dire attention, nous avons abordé des sujets très graves ce soir. La Syrie, l'Ukraine, l'ordre du monde. La situation de notre pays est grave aussi. Et je veux m'extraire du jeu politicien. C'est dans ces moments-là, que les responsables politiques doivent être à la hauteur. Face au RN et à la France insoumise, qui veulent provoquer le chaos et une crise de régime, il n'y a pas d'autre solution pour les autres, qui sont des Européens, qui ont une certaine vision de la République et de la démocratie, qui peuvent trouver un terrain d'entente sur le plan économique et social, qui pensent que la République a besoin d'ordre et de justice sociale. C'est le moment de se retrouver. Mais aux uns et aux autres de faire les choix, et au président de la République de faire vite maintenant le choix de Manuel Valls. Cette image-là où on voit, alors on l'a dit, le bravo, chapeau Emmanuel Macron, c'est un coup, quoi qu'il arrive, c'est un coup diplomatique, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer quand Donald Trump dit, en substance, je veux parler avec Poutine, il dit je connais bien Vladimir, il critique aussi la faiblesse russe, mais enfin, on comprend bien qu'il veut forcer en quelque sorte les Ukrainiens à négocier. Ils sont-ils forcés? Mais moi, dans cette image, je veux y voir en tout cas un chemin qui est celui de la présence indispensable, incontournable de l'Europe, et donc de la France, par rapport à l'avenir de l'Ukraine. C'est pas ce qui apparaît dans sa déclaration du jour, parce qu'il ne mentionne même pas. Moi, je pense à l'image. Elle est quand même... Bien sûr, Donald Trump... Bravo la France, je suis d'accord avec vous, mais Donald Trump fait beaucoup de déclarations contradictoires. C'est pas contradictoire. L'avenir de l'Ukraine, c'est notre avenir. Et l'avenir de l'Europe passe par l'Ukraine. Donc nous devons être présents dans le soutien à l'Ukraine, sur le plan économique et militaire, et si demain il y a des négociations. Mais ces négociations vis-à-vis de Poutine, elles ne peuvent se faire que dans un rapport de force positif pour nous. Si on lui cède, Donald Trump aura montré de la faiblesse.